Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la planification et l'ordonnancement intelligent. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, donc, on va voir avec un panel d'experts c'est quoi la planification et l'ordonnancement intelligent, dans quel cas ça s'applique et quelles sont les solutions qui sont facilement mises en place pour vous dans vos entreprises. Alors, on va d'abord avoir un premier panel avec ici Olivier Wonin du pôle Mécatech et Renaud de l'Anser du CETIC, qui vont nous faire un état des lieux de c'est quoi la planification et l'ordonnancement, qu'on comprenne un peu mieux les termes techniques et autres. On est un petit exemple de ce qui peut être mis en place. Et ensuite, c'est quoi les retours un peu de l'industrie, quels sont les besoins et dans quel cas ça pourrait potentiellement s'appliquer. Donc, on va commencer avec Renaud. Tu peux te présenter un peu et puis après nous dire c'est quoi la planification, l'ordonnancement, m'aider à comprendre un peu plus les différents termes. Ok, donc je me présente, je suis Renaud de l'ANSEE, je travaille au CETIC, c'est un centre de recherche et de transfert technologique en IT qui est à Gosselies. Et donc les termes planification, ordonnancement regroupent en fait un ensemble de choses extrêmement différentes. Et donc j'aimerais d'abord on va mettre les slides. Hop. Voilà, donc j'ai apporté quelques illustrations. Donc les différents termes qu'on peut utiliser, hein, scheduling, planification, séquencement, en fait, c'est des choses extrêmement différentes. Et les termes sont parfois utilisés l'un pour l'autre, mais qu'importe. Donc ici, j'essaie d'illustrer différentes choses. Donc d'abord, le scheduling, donc au sens mathématique, qu'est-ce que c'est? On a une série de tâches, on a des ressources limitées, il y a des précédences, et typiquement, c'est quand on veut construire un pont. On va faire d'abord les pieds, et puis on va mettre la route au-dessus, et puis on va peindre la route, et selon le nombre de personnes, enfin le nombre d'ouvriers, le nombre de grues dont on dispose, on peut proposer un planning plus ou moins serré. Donc ça, c'est le scheduling, typiquement. Alors, il y a une autre nuance, c'est le rostering. C'est un nom un peu barbare, mais c'est aussi la composition d'horaire. Donc, vous avez typiquement la composition d'horaire dans les écoles. Vous avez des slots. Hein, les élèves, ils ont 3 heures, et puis récré, 2 heures, et puis temps de midi, et puis encore 2 heures l'après-midi. Et la question, c'est, donc il y a 40 slots ou quelque chose comme ça sur la semaine. Il y a des cours à donner, et quel prof va assurer quel slot, sachant que c'est le même prof qui doit assurer tous les slots du même cours dans une même classe. L'autre exemple typique, c'est les infirmiers, donc dans les hôpitaux. Donc, dans un service, par exemple, il y a des rôles à assurer. Hein. Il faut qu'il y ait en permanence un certain nombre d'infirmiers ou d'infirmières. Il y a des rôles de garde. Le lendemain, il y a une récupération. L'infirmière qui fait la nuit ne peut pas faire le lendemain. Hein. Il y a des lois d'ailleurs à ce sujet. Et il faut tenir compte aussi des compétences des personnes. Et donc la question, c'est qui va assurer quel rôle, de façon à couvrir l'entièreté du planning et respecter toutes les contraintes imaginables. Ça, c'est le rostering. Alors, il y a une troisième nuance, c'est le séquencement. Donc, vous avez une usine de fabrication de pots d'épices, par exemple, ou de câbles, hein, et il y a un carnet de commandes. Alors, entre les différentes commandes, parce qu'elles sont évidemment toutes différentes, mais il faut modifier les machines. Un pot d'épices ou un autre, quand on fait 2 épices différentes, entre les épices, il faut éventuellement nettoyer la machine, surtout s'il y a des allergènes dans le premier, et que dans le deuxième, il n'est pas censé y en avoir. Par exemple, donc il y a des transitions qui peuvent coûter plus ou moins cher en temps, et la question c'est quel est le bon séquencement. Et on va typiquement d'abord faire les épices non allergènes avant de faire les épices qui contiennent des allergènes. Pour les câbles, j'imagine qu'il faut changer la machine entre différents types de câbles, et la question c'est, il faut essayer de grouper les câbles qui se ressemblent, de façon à moins changer la machine, enfin passer moins de temps à modifier la chaîne de production. À côté de ça, il y a aussi des carnets de commandes avec des échéances. Si vous devez livrer quelque chose pour une certaine échéance, il doit être fabriqué avant, évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle le séquencement. Et alors, il y a une dernière catégorie que j'illustre ici, c'est la planification. Là, vous n'avez même pas les tâches. La question, c'est quelles sont les tâches à effectuer. Et ça, typiquement, c'est dans le cas de robotique. Hein, il faut trouver la séquence d'actions que le robot doit effectuer pour arriver à un résultat donné. Ça, c'est complètement différent. Alors, pour chacune de ces sortes de planification, scheduling, ordonnancement, eh bien, il y a des algorithmes qui sont différents. Et des problématiques en fait qui sont différentes. Et donc le premier point important, si vous voulez faire ce genre de choses, c'est de vous entendre sur les termes
et surtout sur ce que ça veut dire dans le contexte où vous êtes avec votre prestataire. Alors, j'ai 2 illustrations un peu plus imagées. Hein. J'allais te demander justement, est-ce que si tu avais un exemple pour mettre ça en pratique de planification, ordonnancement intelligent? Alors, j'en ai 2. Le premier exemple, donc ça, c'est du séquencement dans une usine. Il y a une petite vidéo qui ne passe pas, qui va passer. Donc là, typiquement, vous avez une chaîne de production et vous devez produire des trucs et produire des commandes, et selon le séquencement qu'on va choisir, on va passer plus ou moins de temps à modifier la machine. Alors ici, vous avez un moteur qui essaye d'optimiser un séquencement de commandes. Hein. Chaque colonne correspond à une commande, et selon l'ordre des commandes, eh bien, on passe plus ou moins de temps, on perd plus ou moins de temps à remodifier la machine pour faire la commande suivante. Donc ici, le moteur est ralenti pour que ça dure un peu plus longtemps que j'ai le temps de parler. Sinon, ce serait pas drôle. Et donc, on voit qu'ici, ça se rétrécit le temps, la durée pour réaliser toutes ces commandes. On voit sur la droite que ça devient de plus en plus court. Et donc, en fait, le logiciel va donc améliorer l'ordre dans lequel ça se fait, la séquence qui est utilisée, et donc le temps imparti pour réaliser ces commandes devient de plus en plus court. Tout à fait. Donc à la fin, on va voir que tout est en vert, on passe plus trop de temps, on perd plus trop de temps à modifier la machine, et effectivement la durée de temps qui est à l'écran, elle rentre maintenant dans la largeur de l'écran, ce qui n'était pas le cas au début. Ok, super. Là, c'est un premier exemple, hein, donc dans quel ordre fabriquer des commandes. Et l'autre exemple qui est archi classique, on s'en doute bien, c'est faire un planning pour une salle d'opération. On appelle ça un programme opératoire. Donc là, vous avez des tâches qui ont une durée définie avec incertitude. Hein, Rombio va revenir là-dessus. Donc vous avez des tâches qui sont les opérations. Il y a aussi des tâches à faire entre les opérations. Par exemple, le nettoyage des salles, hein, c'est le petit rectangle un peu clair qui apparaît chaque fois. Mm-hmm. Et chaque chirurgien a sa couleur, mais en plus du chirurgien, il y a besoin d'équipements spéciaux, hein, par exemple, je sais pas moi, des amplificateurs un amplificateur de brillance, c'est une espèce de gros appareil radio sur roulette, on le déplace d'une salle à l'autre, et il y en a un, donc on peut pas l'utiliser dans 2 opérations en même temps, donc il faut s'arranger pour choisir l'ordre des opérations de façon à ne pas avoir de conflit sur cette ressource-là. Et ça, c'est un problème donc de scheduling, mais dans ce contexte-là, on appelle ça un programme opératoire. Ok, eh bien, merci bien. Hein. Je vois un peu plus clair les différences entre chaque terme. Olivier, avec Mecatech, vous travaillez au plus près de vos membres, donc des industriels. C'est quoi un peu les retours qui sont faits? Est-ce que tu vois qu'il y a une nécessité d'améliorer justement, d'optimiser leur scheduling ou l'ordonnancement? Oui. Donc, à travers le pôle Mecatech, on côtoie plus ou moins 300 entreprises manufacturières. Ça va de toutes grosses entreprises, comme on a des gros acteurs en Wallonie, mais aussi des entreprises qui font de l'usinage, 5 personnes, 10 personnes. Donc, on brasse quand même un certain nombre d'entreprises. Et c'est un fait que dans les accompagnements qu'on propose, hein, donc un de nos rôles, c'est d'aider les entreprises à pérenniser leur activité, à rendre leur activité plus robuste face aux fluctuations diverses et variées que l'entreprise peut rencontrer. On constate que dans beaucoup d'entreprises, et entre autres des entreprises de petite taille, il y a déjà ces questions évidemment d'ordonnancement, de production, de fabrication, souvent qui sont réalisées par du papier, des feuilles Excel, un peu voilà, sur différents outils dans tous les sens, qui ne se parlent pas nécessairement les uns les autres. J'ai des cas d'entreprise où c'est le dirigeant qui s'occupe de faire la planification tous les matins, qui descend dans l'atelier, et tout ça au milieu de toutes ces tâches à réaliser. C'est vraiment pas évident. Donc oui, on constate que c'est un besoin, je dirais, qui arrive dans plus de 50% des cas qu'on rencontre. Et c'est pas. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas juste une question de mettre le bon outil qui va tout régler. C'est se poser des bonnes questions par rapport à structurel sur ok, c'est quoi nos manières de fonctionner. Finalement, est-ce qu'on veut un flux tiré, un flux poussé. Donc on parle ici de lean, d'excellence opérationnelle. Donc voilà, il y a des questions à se poser qu'on peut accompagner. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent accompagner ça. Et puis quel est l'outil adéquat par rapport à ce qu'on met en place. Et les entreprises qu'on connaît qui sont passées à cette étape-là, il y a des gains importants de productivité, de robustesse, d'agilité, ne fût-ce que parce que déjà ça crée des discussions autour de ces outils, quoi. Au niveau opérationnel, quoi. Ok. Mais justement, selon toi, à quoi les entreprises, enfin, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, en fait.
à quoi les entreprises devraient faire attention avant de démarrer un projet comme ça? Tu parlais d'accompagnement, par exemple. Oui, donc on en a parlé un peu en préparant aujourd'hui. On est assez attentif au niveau du pôle à justement ces réflexions en amont, caractériser les besoins, revenir sur les processus, les flux, ce qu'on peut appeler du lean, le mot un peu, je dirais, qui va derrière tout ça, avant de choisir quel est l'outil adéquat. Donc moi je dirais, si je dois synthétiser, c'est on aide à se poser les bonnes questions, à revoir les processus en amont, à clarifier tout ça, clarifier les besoins, et puis après on fait des tests sur des parties production éventuellement, des proof of concept finalement, pour se donner confiance dans ce qu'on met en place. On n'attaque pas tout en une fois, on découpe l'éléphant en petits morceaux, quoi. Donc voilà, et alors on travaille conjointement avec des accompagnateurs spécialisés comme ceux qui vont intervenir juste après. Ok. Et toi, Renaud, à quoi faudrait-il faire attention? Donc, c'est quoi les points sur lesquels il faut faire attention avant de démarrer une collaboration avec des prestataires comme ceux qui vont venir? Alors, le point le plus important, je dirais, quand on parle d'innovation technique, c'est de se mettre d'accord sur ce que c'est censé faire. Ici, on parle de faire un solver qui va proposer un planning, un séquencement, un horaire, n'importe quoi. Et l'outil qui sera livré à la fin ne va faire que ce qu'on lui demande de faire, ni plus ni moins. Okay, donc la première chose, c'est de se mettre d'accord sur un cahier des charges. Quelles sont les contraintes que vous avez besoin que l'outil respecte, que le planning doit respecter. Alors, il y a des contraintes qui sont assez facilement formulables. Quand on construit un pont, on doit d'abord faire ce qui est en dessous avant de faire ce qui est au-dessus, sinon ça tombe et c'est mal. Quand il s'agit de rôle de garde pour les infirmiers, il y a des lois, par exemple, sur les récupérations, mais aussi des choses qui sont peut-être difficiles à formuler. Par exemple, certaines gardes sont considérées comme pénibles si elles sont mal placées. Le vendredi soir, par exemple, personne n'a envie de faire la garde du vendredi soir parce que le samedi, de toute façon, c'est congé, en général, où les enfants sont là. Et donc, j'imagine que c'est considéré comme une garde pas forcément agréable à remplir, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est le non-dit. Mais si on ne dit pas le non-dit quelque part à l'outil, il va pas le respecter, il va pas tenir compte de ça. Il se pourrait que ce soit toujours les mêmes infirmiers, par exemple, infirmières, qui fassent les gardes du vendredi parce qu'on n'a pas dit à l'outil de se faire un roulement à ce sujet. Donc, se mettre d'accord et essayer de formuler les choses de la façon la plus claire et passer le temps qu'il faut pour se mettre d'accord, faire des dessins, des illustrations, donner des exemples de bon planning, de mauvais planning et expliquer pourquoi c'est bon et pourquoi c'est mauvais. Ok, donc vraiment essayer d'établir comme des règles selon lesquelles l'outil doit réagir. Oui, maintenir une communication surtout entre le prestataire et le client final. Si je fais un lien avec ce que j'expliquais, c'est vraiment se poser les bonnes questions, quelles sont les contraintes qu'on va intégrer. Ouais. Et cette phase-là, elle est très importante en amont. Il ne faut pas négliger tout ce travail-là en amont, je trouve. Ouais. Ok. Et donc ça, Mecatech, par exemple, peut aider dans cette phase en amont de déceler et de mieux comprendre. Ok. Je pense qu'on va avoir fini avec le premier panel. Je ne sais pas s'il y a des questions au sein du public. Et si pas, je propose qu'on passe à la suite. Merci.
Bonjour à tous et encore bienvenue à ce deuxième panel. J'ai avec moi Ben Rodriguez de Mangogem, CEO, qui va se présenter après, Antoine Herman de Vinvention et Michael Saint-Guillain, CEO de Rombio. Et alors, normalement, nous avons Salvatore Butice qui se joint à nous en ligne. Je ne sais pas si c'est... Oui, je vois qu'il est là. Donc, bienvenue à toi, Salvatore. Et qui, lui, est lead engineer à Asdex. Donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet, aller vraiment dans le concret et voir des exemples concrets de mise en situation chez les clients. Qu'est-ce qui a été mis en place? C'est quoi les gains? À quoi ça sert? Comment ça a été accueilli? Comment on fait pour mettre en place un projet comme celui-là? Mais donc d'abord, je propose de se présenter. Ben, on peut commencer par toi. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Ben Rodriguez. Je suis le CEO de la société Mangogem. Mangogem est une société wallonne. Nous sommes à Waterloo. La société existe depuis 2002 et nous sommes un fournisseur, donc développeur, fournisseur de logiciels, de solutions d'ordonnancement et de planification automatique pour l'industrie. Ok. Et est-ce que tu aurais un ou deux exemples de... Oui, alors dans les cas d'utilisation, on travaille vraiment sur plein de cas différents. L'outil est très flexible, très configurable. Les cas les plus, je dirais, habituels, ce sont soit des cas de fabrication, que ce soit métal, plastique, céramique, composite, etc. Ça, c'est très, très, très habituel. Et l'autre cas qui est, je pense pour le moment, celui qui est en plus forte croissance, ce sont des cas dans tout ce qui est le secteur alimentation, voire même pharma. Mais je parle de l'alimentation surtout parce qu'il s'agit de cas avec des produits périssables et des produits qui sont contenus dans des tanks, dans des vaisseaux. Et l'ordonnancement dans ce genre de cas est particulièrement complexe. Les contraintes sont très complexes. Et pour le moment, notre solution a vraiment un très, très grand succès dans ce domaine. Ok, super. Bah oui, c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Renault. Donc, c'est toutes ces règles qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire l'ordonnancement correctement. Je vais demander à Michael de se présenter, nous expliquer un peu c'est qui Rombio et c'est quoi et qu'est-ce que vous faites. Et donc, tu nous présenteras aussi une petite démo. Oui, j'ai prévu une petite slide pour présenter l'histoire de la société qui est un peu liée à mes études. Donc, Rombio, c'est le produit commercialisé par la société Genco, qui est une spin-off de l'UC Louvain. Donc, ça a commencé avec ma thèse en intelligence artificielle, en optimisation combinatoire à l'UC Louvain. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'appliquais mes algorithmes en collaboration avec la NASA pour la gestion et l'optimisation des opérations dans le contexte de missions spatiales. On a travaillé par exemple sur les opérations du rover Perseverance ou des opérations durant des simulations de missions habitées sur Mars. Ça nous a permis en fait d'obtenir, parce que vendre à la NASA c'est pas forcément évident, on a préféré valoriser ça en Belgique et on a obtenu un financement public qui nous a permis de faire un transfert de technologie du domaine des missions spatiales à celui de dans un premier temps, bioproduction. Donc, sur base de ce financement de près de 700 000 €, on a pu co-développer avec nos futurs clients, nos futurs utilisateurs, la meilleure interface possible jusqu'à arriver à un point où on puisse commencer à commercialiser. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, avec historiquement le premier client qui a utilisé Rombio en conditions réelles, donc c'est chez Takeda, où ça va faire 2 ans que l'ensemble des opérations sur le site de Lessine est piloté et optimisé par Rombio. Alors depuis, on s'est un peu diversifié, c'était surtout biotech, pharma, grâce à un partenaire Asdex. D'ailleurs, il y a Salvatore qui est là ici. On offre aussi des solutions pour les hôpitaux à différents types de problèmes, que ce soit la gestion des salles d'opération, comme Renaud en a parlé, l'optimisation de la gestion des salles de consultation, l'optimisation des flux de stérilisation, la planification des horaires infirmiers, tout ça. Tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être résolus par notre technologie aussi. Et
Et ça fait du bien de se diversifier un petit peu. On a aussi des use cases en métallurgie, un petit peu dans l'agroalimentaire. Ok, super. Donc, je propose qu'on mette ta démo. Donc, on va lancer une petite vidéo que tu vas commenter pour justement qu'on comprenne de nouveau avec un use case concret qu'est-ce que c'est un outil de planification et d'ordonnancement intelligent. Alors, on commence avec un use case de l'industrie pharma. Donc, l'outil de modélisation, vous voyez là, de Rumbio permet d'expliquer à l'IA les règles du jeu. On peut par exemple ajouter une nouvelle étape au processus, comme le packaging, définir sa durée, les ressources qu'elle va utiliser, et bien entendu les prérequis, comme le fait d'avoir terminé avant le filling, maximum 4 semaines avant, par exemple, comme on le voit ici. Une fois qu'on a expliqué les règles du jeu pour bien planifier nos différents types de projets, on demande tout simplement à l'IA de jouer la meilleure partie possible. Pour ça, on définit les objectifs, c'est-à-dire qu'on veut X projets de tel type, X d'un autre, etc. Et puis l'optimisation combinatoire va vous trouver le meilleur planning possible en tenant compte des contraintes, des deadlines, aussi bien sûr de vos ressources qui sont limitées. Et quand on parle de ressources, ça peut être des lignes, de l'équipement, des locaux, des consommables, mais aussi et surtout des ressources humaines. Alors, une loi universelle en planification, c'est que en fait un planning, ça n'est jamais respecté. Donc il y a toujours des imprévus, comme une ressource qui devient subitement indisponible pour un temps donné. Ça peut être une machine qui casse ou un employé qui décide de ne pas venir bosser. Et dans tous les cas, c'est très simple. On ajoute un événement à notre planning pour l'indiquer. Et toutes les opérations prévues sur cette ressource vont être automatiquement décalées. Du coup, on va pouvoir détecter automatiquement si ça crée des problèmes, si ça enfreint des contraintes. Et dans ce cas, on peut demander à l'IA de réoptimiser pour réparer le planning en fonction du fait qu'on sache que cette ressource est indisponible. Ici, par exemple, on a un exemple de contrainte qui est plus satisfaite. Cette activité est censée être maximum 8 jours après la précédente, enfin sa purification, et là, elle arrive à 9 jours à cause d'un problème sur une ligne de filling. Ok, on va passer sur un autre use case complètement différent. Donc là, on arrive dans le monde de l'hôpital, où on utilise justement Rumbio pour calculer des plannings d'horaires infirmiers. Donc, c'est-à-dire qui vient bosser quand, en sachant qu'on doit avoir au moins 5 infirmiers en matinée, 7 l'après-midi, de la nuit, etc. Et tout en optimisant leurs propres préférences et en respectant les lois en termes de récup, comme l'expliquait Renaud aussi. Alors, toujours en hôpital, cette fois dans le département pharmacie. Donc là, on ne va pas déterminer les slots de présence des gens, mais bien les activités qu'ils vont devoir faire pour préparer les médicaments et tout. Qui fait quoi, dans quel ordre. Donc, c'est un peu comme une mini-usine dans l'hôpital. Et évidemment, on a des modèles derrière qui vont expliquer en quoi consistent ces activités. Et du coup, on peut demander à l'IA de nous trouver les meilleurs plannings possibles. Et bien entendu, on va devoir tenir compte des compétences de chaque personne, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas tout faire, ou encore pouvoir dire que si c'est Brenda qui a préparé tel truc un lundi, c'est absolument elle qui va devoir se charger d'une autre activité un peu plus tard dans la semaine. Et puis finalement, je crois qu'on va le voir, on a accès à toute une panoplie d'outils de reporting statistique, des très jolis graphiques qui expliquent pas mal de choses sur l'utilisation des ressources. On n'a pas le temps de montrer grand-chose. Et on va passer sur le dernier use case, toujours en hôpital, parce que c'est ma grande passion dernièrement. L'un de nos clients, c'est l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, qui a une licence Rumbio pour résoudre un problème complètement différent. Donc, ils sont en train de réorganiser toute la location de leurs rendez-vous médicaux, aussi parce qu'ils sont en train de construire une nouvelle aile, etc. Donc, ils veulent réorganiser la location des rendez-vous médicaux aux différentes cabines de consultation au sein des différentes routes de l'hôpital. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut modéliser avec Rumbio, notamment le fait qu'une consultation, par exemple en neurochirurgie, ne peut pas se faire, va pouvoir se faire que dans tel ou tel type de cabine, et que chaque route contient un certain nombre de chaque type de cabine, etc. Surtout, il faut savoir qu'on a sur un mois plus de 7000 consultations à optimiser. Et finalement, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement savoir comment tout faire, ces 7000 consultations sur le mois, en
en utilisant le moins de routes possible. Donc clairement, pouvoir fermer des routes pour optimiser sur l'énergie, etc. Et donc ici, par exemple, on va voir que sur les 23 routes qu'ils utilisent actuellement, on peut descendre à 17 en réoptimisant. Après, derrière, on peut vouloir optimiser selon d'autres critères que simplement réduire le nombre de routes. Ça peut être des critères de proximité, de dire, le département de neurochir, les médecins, ils n'ont pas forcément envie que sur le mois, ils doivent aller dans plein de routes différentes. Donc, regrouper les spécialités entre elles. Donc, c'est aussi un KPI qu'on peut optimiser. Et là, on se rend compte que si on optimise pour minimiser la dispersion des spécialités, on arrive à 18 ou 19 routes, ce qui est déjà encore beaucoup mieux que 23. Et en fait, on peut trouver toutes sortes de compromis possibles comme ça. Voilà, je crois que ça clôt ma petite vidéo. Super, merci. Je vois maintenant, c'est encore plus concret, les cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut en faire. On voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Donc j'imagine que la première chose qu'on se demande, c'est combien je peux économiser grâce à ces solutions. Mais moi, j'ai une question, Ben, et puis tu y répondras aussi. Est-ce que ça a d'autres impacts que purement financiers, de dire ça va plus vite, je peux faire plus de commandes? Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment deux types d'améliorations avec un outil comme ça. On a d'un côté, c'était très très bien expliqué, des KPI qui sont multiples, qui peuvent être des dates de livraison, qui peuvent être l'utilisation efficace de ressources ou moins de ressources, qui peut être l'élimination éventuellement de pertes dans l'ordre des séquences. Enfin, il y a un ensemble de KPI qui souvent doivent être optimisés ensemble, donc dans différents scénarios, différentes combinaisons, et qui donnent des avantages mesurables, vraiment très 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 mesurables, et donc on peut traduire en argent. Mais je pense qu'il y a aussi un autre avantage qui est primordial pour la plupart des clients, et j'aimerais bien évidemment qu'Antoine en dise un mot. C'est ce que moi j'appelle vraiment la gestion du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité d'ordonnancement, de planification, la réactivité aux événements imprévus, c'est vraiment un casse-tête dans beaucoup d'entreprises, petites, grandes, moyennes. C'est toujours ça. C'est des gens qui, entre guillemets, s'arrachent les cheveux pour savoir, voilà, il s'est passé ça, comment on fait, ou un client qui arrive tout d'un coup et dit, voilà, moi, il me faut quelque chose en urgence, etc. Donc, en dehors des avantages, retour sur investissement mesurable, etc., le fait de permettre aux gens de mieux gérer leur entreprise, de mieux répondre aux demandes, d'être plus prédictifs, plus réactifs, et de pouvoir gérer cette crise permanente qu'est la vie dans l'industrie, je crois que c'est énorme comme avantage. C'est la paix sociale, hein. C'est la santé de ses employés. Voilà. C'est le fait d'avoir enfin l'impression de maîtriser un petit peu plus ce qui se passe. Et alors, évidemment, il y a un cas, et nous, on a plusieurs cas d'utilisation dans ce cas-là, c'est des usines qui sont automatisées ou semi-automatisées, avec des contraintes qui sont, par exemple, que des lignes qui ne peuvent pas s'arrêter, ou des robots qui doivent prendre des pièces dans un endroit pour les bouger dans un autre. Dans ce cas-là, évidemment, toute déviation de l'ordonnancement devient vraiment problématique. Donc, avoir une intelligence qui prend toutes ces décisions d'ordonnancement de façon synchronisée, de façon coordonnée, c'est fondamental. Et on dit parfois en fait qu'un logiciel d'ordonnancement, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui doit vraiment faire en sorte que tout le monde joue chaque note au bon moment pour que la mélodie sonne bien. C'est vraiment ce genre de choses-là. Ok, merci. Et surtout, Olivier disait tout à l'heure qu'encore dans beaucoup d'entreprises, on fait ça au format papier, voire Excel. J'imagine bien le casse-tête que ça peut être quand il y a un souci, ou comme tu l'avais montré dans tes démos, quand il y a un problème qui vient d'apparaître et qu'il faut tout réorganiser en dernière minute. Alors justement, on s'imagine que les très grosses entreprises sont forcément bien outillées. Moi, je travaille avec GSK, Takeda, UCB. Avant, ils faisaient encore tout sur Excel, à la main. Et justement, la gestion du chaos, c'est quoi? C'est forcément des KPI qui sont non mesurables, mais il y en a qui sont vraiment mesurables. Parce que chez Takeda, quand ils trouvent une mouche morte dans la salle aseptique de filling et qu'elle doit être mise à l'arrêt pendant 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Avec Excel, le planificateur,
passe 2 à 3 heures à mettre à jour son planning, à se demander, à se convaincre qu'il est correct et qu'ils peuvent reprendre sur ce planning. Et pendant ces 2 ou 3 heures, il ne se passe rien. On n'ose rien continuer tant qu'on n'a pas un nouveau planning. Du coup, pendant 2 ou 3 heures, on n'a pas de slot de production. Dans une usine comme celle-là, 2-3 heures, on évite à, je sais pas, entre 3 et 5 millions d'euros, en fait. Donc ça, c'est un KPI qui est vraiment mesurable. Après, il y a d'autres KPI non mesurables, parce que toutes les entreprises ne sont pas assez grosses que pour avoir des personnes dont l'équivalent temps plein est juste de faire de la planification. Et on en revient, par exemple, au PME, où, et moi je fais souvent le parallèle avec un département dans un hôpital, c'est comme une petite PME, quoi. C'est-à-dire que la personne qui va faire le planning de la présence de ses infirmiers, il va avoir 12-15 personnes à gérer. En fait, cette personne, c'est l'infirmier ou l'infirmière en chef. Elle va passer 3 à 5 jours par mois à temps complet à faire ses plannings. C'est 3 ou 5 jours où elle ne fait pas son travail principal d'infirmier, alors qu'on en perd. Ça, c'est pas forcément mesurable. On peut le mesurer, hein, on peut diviser pour calculer ce que ça coûte sur son équivalent temps plein, mais en fait, c'est bien plus que ça, évidemment, dans l'organisation de l'hôpital. Et alors, dans les KPI qui sont pas mesurables, il y a aussi l'implication des personnes de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites un meeting toutes les semaines pour expliquer ce qui va se passer la semaine d'après au niveau du planning à vos équipes, et que vous faites ça avec une vilaine feuille Excel, c'est compliqué de demander aux gens de vraiment s'impliquer là-dedans. Et ce qu'on a observé, par exemple, chez Takeda, c'est que maintenant, qu'il fait ces tiers meetings sur l'interface où les choses sont visibles, il n'y a pas besoin de Romeo pour ça. Hein. Il aurait pu prendre dès le début un outil de Gantt chart et tout qui fait des trucs beaucoup moins intelligents. Il va quand même devoir faire son planning à la main. Mais au moins pour la communication, c'était mieux. Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, il me dit, c'est limite embêtant pour lui parce qu'il a ses opérateurs de prod qui viennent lui dire, dis pourquoi tu fais ça dans tel ordre? Je pense que ce serait mieux si c'était dans cet ordre-là, etc. Alors qu'avant, ils n'étaient même pas souvent au courant de ce qui se passait, quoi. Donc ça a un impact énorme. C'est l'implication des gens. Ok. Avant de passer aux mises en situation en entreprise, j'avais quand même une dernière question parce qu'il me vient à l'esprit en voyant justement vos démos et toutes les explications qu'on se donne sur ces différents KPIs qu'on peut mettre en place, toutes ces contraintes relatives dans les différentes usines. J'imagine que ça, on en avait déjà parlé tout à l'heure aussi avec Olivier et avec Renaud, mais ça doit prendre un énorme temps en amont de préparation avant de bien cartographier quelles sont les contraintes d'un use case particulier, par exemple, avant de pouvoir mettre en place un outil comme le vôtre. Comment ça se passe en général? C'est quoi qu'est-ce que ça implique de la part de l'entreprise en fait qui a un besoin de changement à ce niveau-là? Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, il y a un travail de préparation en amont, il y a un effort pendant l'implémentation pour en particulier s'assurer de disposer des bonnes données, d'avoir bien modélisé, bien décrit les différents processus, les différentes contraintes. Nous, ce que nous avons, c'est une méthodologie relativement standardisée d'implémentation. Donc, il y avait toute une série de phases dans lesquelles on essaye de s'assurer, évidemment, qu'on n'a pas oublié des éléments importants, qu'on a vraiment prévu les différentes activités, les différents jalons pour arriver à un succès. Maintenant, il faut savoir, de façon très pragmatique, que quand on travaille dans un domaine comme l'industrie, il y a toujours des surprises. Bien sûr. Et donc, pratiquement, nous, ce que nous faisons, c'est autant que possible de travailler réellement de façon agile, ce que l'outil permet, pour pouvoir, même si on a pas mal de phases de découverte en amont, de pouvoir quand même réagir, de pouvoir quand même implémenter, ajouter même plus tard sur le modèle des contraintes ou des situations qui n'auraient pas été découvertes avant. Et c'est pour ça, et c'est important dans notre cas, que nous ne faisons pas du développement sur mesure pour une usine ou pour une autre. D'abord, ce serait beaucoup trop cher et ce serait beaucoup trop rigide. Nous, en fait, ce que nous avons, c'est vraiment une approche de modélisation où on va décrire ces processus, ces contraintes, etc., etc., etc. Et en fonction même de l'évolution de l'usine, on pourra adapter le modèle. Donc, même si la situation se modifie au cours du temps, on pourra quand même continuer à utiliser l'outil, mais éventuellement pour qu'il fasse
quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il faisait précédemment. Ok, merci. Et Ouais. même question pour toi, en termes quelle est l'implication de tes clients? Comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y a un gros travail en amont? Donc là, de ce que j'entends, c'est qu'on peut démarrer relativement rapidement et puis itérer et améliorer l'outil au fur et à mesure. C'est vraiment pour que les entreprises comprennent, ok, ben c'est pas, je n'installe pas Excel sur mon ordinateur, c'est pas aussi simple que ça évidemment. Oui, mais c'est pas Mais aussi c'est pas compliqué que énorme lorsqu'une grosse entreprise passe sur SAP et que ça prend Ouais. 15 mois Voilà. d'intégration. Donc en effet, l'approche logique à notre époque, c'est être agile et y aller par itération. Tout comme ça passe par la modélisation, tout simplement, parce que on ne fait pas du logiciel sur mesure. De toute façon, les gens ne pourraient pas se le payer. Donc, l'idée, c'est d'avoir une technologie qui est suffisamment flexible que pour que l'utilisateur lui-même puisse définir ses modèles. Okay. Et donc, la phase d'intégration, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'intégration, hein, c'est une phase de formation, en fait, chez nous, où on va, avec des sessions de travail, donc en moyenne, en 8-10 sessions de travail d'une heure et demie, tout est fait. On va modéliser avec le client ses process, tout en lui apprenant à le faire, parce qu'évidemment, il maîtrise l'interface de modélisation. Et notre objectif, c'est qu'il devienne autonome le plus rapidement possible. On a dans nos clients des CMO ou des CDMO, donc ce sont des entreprises qui produisent ou qui font de la recherche à façon, donc pour d'autres entreprises. Tous les 2 mois, ils vont avoir un projet dont le process est complètement différent. Il ne s'agit pas qu'ils doivent nous rappeler pour modéliser et tout avec eux. Non, ils comprennent comment ça marche, ils le font. Okay. Nous, comme chez vous, j'imagine, il y a un suivi derrière qui se fait, mais peut-être 1 heure par mois où on passe en revue les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties et surtout on s'assure qu'ils utilisent bien l'outil et qu'ils ne se mettent pas à l'utiliser comme un vulgaire Gantt chart. Ok. Il y a peut-être une différence entre la façon dont on fonctionne à ce niveau-ci. Donc, on est bien évidemment sur la même longueur d'onde par rapport à l'aspect modélisation, mais je pense qu'il y a quand même une différence assez fondamentale. Qu'en fait, nous, dans les cas où on utilise, même si le cadre du modèle, donc le template, si on veut, du modèle, est évidemment défini et peut évoluer, dans les cas que nous avons, le volume et la dynamique des données est tel qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une modélisation manuelle par outil. Okay. Donc nous, et ça peut se faire même dans des entreprises peu numérisées, enfin il y a je dirais un peu un minimum. Nous, ce qu'on fait dans la partie implémentation, c'est développer une interface d'intégration qui va générer automatiquement les modèles sur base d'extraction, dans la plupart des cas, de données des clients. Parce que ce serait tout simplement, vu le module, le volume de données et vu le changement permanent, ce serait vraiment pas possible d'avoir quelqu'un qui ferait ça manuellement. Donc on va développer ensemble avec le client, puisqu'en général on doit faire appel à son fournisseur de ERP ou d'autres s'ils en ont évidemment, pour qu'il y ait une interface d'intégration de modélisation automatique qui à ce moment-là permet, en démarrant un programme, en poussant sur un bouton, comme on dit, de créer un modèle à tout moment, qui est évidemment synchronisé avec les autres outils. Ok, merci. Je propose maintenant d'avoir un peu des retours. On va discuter avec Antoine et Salvatore qui étaient en ligne. Commençons peut-être avec Antoine. Est-ce que tu peux nous dire, donc toi tu as mis en place une solution, on a mis en place une solution de MangoGem chez Vinvention. C'était quoi un peu la situation avant et qu'est-ce que vous avez mis en place et sur quoi ça a eu de l'impact? Avant, et on en a déjà parlé pas mal, on travaillait avec des fichiers Excel, plusieurs fichiers Excel qui étaient liés les uns avec les autres. C'était 2 personnes qui, avec leur expérience, et heureusement qu'elles sont là, arrivaient à mettre en place toute une bonne solution pour arriver à une bonne planification en fonction des fichiers Excel. Donc, avec l'aide de MangoGem, on a regardé un peu comment on pouvait faire le processus, essayer d'extraire les données de la tête
de la personne qui fait ça Ouais. tous les jours et qui a son expérience, qui est vraiment très compliqué, même pour la personne qui a, on n'arrive jamais à décrire l'ensemble des processus qu'on met en place pour arriver à une solution. Et donc, on a pris toutes ces données, on a été chercher les données de l'ERP, on a fait un gros melting pot grâce à l'algorithme dans le programme, et ça nous a donné plusieurs solutions. Et dans ces solutions, on a des trucs qui sont totalement inédits et qui sortent complètement de notre logique habituelle, et c'est ça, justement, la force de cette automatisation. Ok. Juste un point, donc je sais nous rappeler qu'est-ce que fait Vinvention. Oui, bien sûr. Alors, Vinvention, c'est un leader dans les solutions de bouchage. Donc, on fait des bouchons synthétiques, des micro-agglomérés, des capsules à vis pour le vin, les huiles, le vinaigre. Okay. Et on fait plus ou moins une bouteille sur 7 dans le monde au niveau du vin. Ok, super. Voilà. Et donc, c'est principalement l'impact a eu lieu sur votre production. C'est ça. C'est là-dessus que vous avez travaillé. On a, quelle que soit la commande, on se fixe un lead time de 5 jours. Oui. Donc, on a plusieurs cellules. Ça va de 3000 bouchons à plusieurs millions en fonction des demandes. Et le but, c'est de rentrer et de fournir le client dans les 5 jours, de pouvoir envoyer la commande. Et donc, cette gestion au niveau de toutes les cellules de production était de plus en plus compliquée, car notre moyenne de commande diminue, mais notre nombre de bouchons reste constant. Ouais. Donc, au niveau de la production, le travail reste le même, à part les changements d'outils, etc. Mais tout se reporte sur la planification, où les personnes ont de plus en plus de lignes de commande, de plus en plus de choses à assimiler, de choses à optimiser. Et il nous fallait une aide. Ok, merci. Salvatore, même question. Donc, qu'est-ce que vous faites chez IDEC et c'est quoi sur quoi vous avez eu un impact? Sur quelle situation vous avez mis en place un outil Rombio et quel est l'impact que vous avez eu? Ouais, donc Asdaex. Oh, j'ai un écho. Je sais pas si. Chez nous, ça va. Ouais, mais je m'entends en écho parce que j'entends le son de chez vous aussi. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'il a un moyen de couper le son dans l'interface plutôt que celui de son PC? Sinon, je vais devoir couper le son de mon PC. Bah, je te ferai signe quand je dois parler. Ok, bon, je fais ça alors du coup. Il n'y avait pas pensé à ça. Non. Bon, ben, le son ne veut pas se couper, je pense, parce qu'il détecte que je suis en réunion. C'est pas grave, je fais comme si je ne m'entendais pas. Donc, Asdex est un intégrateur de solutions informatiques au niveau des sciences de la vie. Donc, Asdex regroupe plus ou moins 80 personnes qui travaillent principalement dans le secteur pharmaceutique et un département hospitalier. Pour vous donner une proportion, on est une dizaine de personnes à bosser dans le département hospitalier et les autres 70 personnes travaillent dans le milieu pharmaceutique pour des clients qui ont déjà été cités, style GSK notamment, l'UCB, Baxter et autres. Ben, le rôle d'Asdex, c'est d'intégrer des solutions informatiques, moyennant aussi du développement, ben, dans ces usines pharmaceutiques. Donc, pour cela, on travaille avec des fournisseurs de logiciels, des fournisseurs de solutions. Et notre rôle est vraiment l'intégration de la solution informatique au sein de l'organisation, que ce soit une industrie pharma ou un département ou un hôpital, pardon. Et donc, ben, dans tout ça, on regroupe, enfin, les activités d'Asdex se regroupent sous 4 départements. Donc, on a un département automation qui fait vraiment de l'intégration de machines, d'automates sur des usines de production. On a un autre département d'informatique industrielle qui en fait se charge d'aller installer des capteurs, des sondes pour justement récolter de la donnée sur base des chaînes de production, les stocker dans des bases de données, les maintenir et les mettre à disposition ensuite du client. On a un autre département, donc le troisième département, qui fait de la business intelligence, donc ça veut dire affichage de données en temps réel, traitement de données, également un peu de machine learning et deep learning et toute une autre série de techniques liées à l'IA. Et puis on a le département hospitalier dans lequel je travaille, qui lui fait principalement de l'intégration logicielle pour
pour les hôpitaux et donc lié au DPI, donc le dossier patient informatisé. Et dans ce contexte-là, on avait rencontré Michael et nous, on a tout de suite vu un intérêt pour le milieu hospitalier, étant donné que Michael était déjà présent dans le milieu pharmaceutique. Nous, on a tout de suite vu un intérêt dans le milieu hospitalier. Bon, il faut savoir que ça fait maintenant quelques années qu'on travaille dans les hôpitaux, donc on connaît assez leurs problématiques. Et dans ce contexte, on a rencontré quelques hôpitaux avec qui nous, on a une bonne relation client et on leur a proposé la solution Rombio. On est vite arrivé à des use cases qu'on pouvait adresser avec l'outil Rombio. Et je prends juste peut-être une petite minute pour revenir sur le use case que vous avez présenté, Michael, celui des cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles. Bon, je vous passe un peu tout le contexte. J'essaie de partager mon écran. Je voulais juste vous montrer un petit slide. Donc, voilà. Donc, comme Michael vous l'a dit, je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Ouais. Comme Michael vous l'a dit, on a travaillé avec les cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles sur le problème de cabines de consultation. Et ici, c'est juste pour vous donner un exemple concret de ce qui a été fait. Il faut savoir que les cliniques Saint-Luc à Bruxelles, ça représentait 400 médecins qui étaient répartis sur 33 spécialités différentes. Et donc, ces 400 médecins répartis sur 33 spécialités différentes faisaient approximativement sur un mois entre 6 et 7 000 plages de consultation. Ces consultations étaient réalisées dans 150 cabines différentes réparties sur 23 zones géographiques. Et l'hôpital avait un objectif, c'était de pouvoir réduire le nombre de zones géographiques différentes utilisées et en même temps répartir les médecins de la même spécialité sur la même zone géographique. Donc ça veut dire aujourd'hui, ils ont 23 ailes ouvertes dans l'hôpital dans lesquelles les médecins viennent réaliser des consultations. Les cardiologues, par exemple, qui sont une des spécialités, sont répartis, sont splittés sur plusieurs ailes différentes parce qu'on n'a pas réussi à les mettre tous sur la même aile. Et l'objectif de demain de l'hôpital, c'est de pouvoir, fermer des zones géographiques, donc pouvoir dire, au lieu d'en utiliser 23, j'en utilise peut-être plus que 19, et comme ça, je ferme des accueils, je gagne de l'énergie, comme disait Michael, ça facilite l'organisation de l'hôpital, et en même temps, pouvoir rassembler les médecins dans la même unité. Et donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Rombio, et on vous donne un peu ici un premier aperçu de ce qu'est la situation actuelle à votre gauche et à votre droite. Donc, il y a beaucoup d'infos sur ce slide, mais en soi, il faut en retenir que deux. Ce qu'on voit sur la partie de gauche, c'est la dispersion des spécialités autour des routes. On voit que, par exemple, si je prends la génétique, on voit que la génétique est répartie sur plusieurs routes, l'endocrino, pareil, et il n'y a pas beaucoup de concentration de la même spécialité dans la même route. Et par contre, quand je regarde la proposition à droite, je vois qu'il y a beaucoup moins de dispersion de la spécialité au sein des différentes routes. Et ce que je vois aussi, c'est que j'ai moins de dispersion et en même temps, j'utilise moins de routes. Il faut savoir que dans cette proposition-ci, on est sur une proposition de 19 routes, donc 19 ailes ouvertes dans l'hôpital, avec pratiquement moitié moins de dispersion que ce qu'il y avait avant. Et donc ça, c'est un des exemples sur lesquels on a travaillé avec Michael, avec les hôpitaux, qui a donné lieu à ce résultat assez concret. Et on a d'autres use cases qu'on adresse également, que Michael aussi a montré, notamment la planification automatique d'horaires infirmiers. On travaille actuellement aussi avec le Choipi pour une analyse de capacité, notamment au niveau du site unique. Donc, ils veulent regrouper les 3 sites actuels sur le site unique qui est actuellement en construction. Et là, il y a toute une analyse de capacité à faire pour voir si l'historique, en tout cas l'activité historique de l'hôpital répartie sur les 3 sites peut convenir sur le site unique. Et donc là, dans tout ça,
ce que je retiendrai et ce que l'expérience nous a montré, c'est la phrase qui a été dite dans la première partie de ce panel, c'est que tout ne se trouve pas dans le bon outil, en fait. Je pense qu'il y a pas mal d'outils qui existent, qui se valent, mais je pense effectivement que tout ne se trouve pas dans le bon outil, mais il faut pouvoir accompagner le client, questionner, décrire les flux, revenir aux besoins et comprendre effectivement là où le client pourrait potentiellement optimiser sa production et venir, une fois que le modèle est défini, venir jouer sur ces variables pour justement voir quel est l'impact d'une modification d'une ligne de production ou d'une machine ou d'ouvrir une nouvelle pause sur une ligne sur la production finale. Et ça justement, c'est ce qui est pas mal, c'est ce qui est très bien fait, pardon, avec Rombio, c'est qu'on peut facilement aller changer une variable dans le modèle et voir l'impact que ça a sur le planning et sur la production. Ok, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Antoine, moi j'ai une question parce que tu as mentionné la personne qui était en charge justement de la planification et qu'il fallait donc lui faire sortir tout ce qu'il avait en tête par rapport à ça. Donc justement, quand on vient un peu bouleverser les flux d'une entreprise en amenant de nouveaux outils, mais comment ça s'est passé avec l'équipe justement de venir dire maintenant on va faire les choses différemment, on va utiliser différents outils. Tu as dit tout à l'heure que justement certains étaient très contents d'enfin avoir quelque chose de visuellement plus intéressant qu'un Excel pour pouvoir communiquer avec. Avant qu'ils soient contents, il faut les convaincre. Ouais, mais donc justement, comment ça a été pour convaincre? On parle souvent de change management et il y a sans doute eu un peu de ça. Comment ça s'est passé chez vous? La première étape, c'était d'abord la crainte. Parce que quand on amène un outil comme ça, on va perdre son boulot. L'outil va remplacer, alors que l'outil n'est pas là pour remplacer, l'outil est là pour aider. Et je vais donner un bel exemple, c'est que la personne avait le temps, avec le nombre de work orders et le nombre de machines à mettre en place, de faire uniquement un planning. Quand on a pris toutes les informations, on les met dans MangoJam, il y en a 100 qui sortent. Dans un temps 5 fois plus court. Donc, ça permet de choisir et de regarder un peu quel va être le meilleur par rapport aux différents critères dont on a parlé. Et là, à partir de ce moment-là, la crainte commence à diminuer parce que ce n'est plus un remplacement, mais une aide. Donc, à la place de devoir faire des heures supplémentaires dû au fait qu'on a une surcharge de travail, on va faire une journée normale avec plus de possibilités en main. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que tu disais avec au niveau des infirmières, et j'ai un peu la même question. Enfin, si l'un de vous deux veut réagir à un moment, n'hésitez pas. Mais aussi, Salvatore, toi qui as mis en place la solution de Rombio au niveau des infirmières, j'imagine, idem, là on débarque, on leur dit, voilà, il y a un nouvel outil à utiliser. Mais comment ça se passe en termes d'adoption, justement, au sein des équipes? Est-ce que tu t'es occupé de cette partie-là aussi ou Pour remettre un peu de contexte, ici le sujet qu'on a présenté sur les cliniques universitaires Saint-Luc, on a surtout travaillé avec une personne qui s'occupe un peu, qui est plutôt tournée data au niveau de l'hôpital et qui s'est chargée de faire ces analyses. Mais effectivement, si demain, on a déjà travaillé avec les infirmiers, notamment sur cette génération automatique d'horaires infirmiers, et le change management est une partie qui est primordial, surtout au niveau des hôpitaux où il y a peut-être bon, si je parle, on m'a tourné la question en mode hôpital, donc je parlais un petit peu de ça, où la tendance à l'innovation n'est pas ce qu'elle est dans les autres industries style pharma. On est à quelques années en arrière de ce qu'on peut retrouver en termes de dynamisme et d'innovation, en tout cas pour une majorité des hôpitaux. Donc effectivement, le change management est quelque chose qui est ultra, ultra important. Et nous, chez Asdex, c'est déjà ce qu'on fait principalement dans le département hospitalier, étant donné qu'on accompagne les hôpitaux dans leur transition d'un logiciel vers un autre, notamment en ce qui concerne le dossier patient informatisé. Ça concerne généralement plus de 1000 personnes où on fait de l'accompagnement, de la formation, de la communication. Et pour Rombio, c'est pareil. C'est pareil. Ici, on travaille également avec le Choapi, justement sur ce volet sur le site unique. On s'est vite rendu compte aussi avec Michael qu'il fallait convaincre, il fallait accompagner, il fallait savoir poser les bonnes questions, montrer qu'on connaît bien la problématique et surtout essayer rapidement d'arriver à une première itération avec l'outil
dans le contexte dans lequel on travaille, justement pour rassurer le client que l'outil peut rapidement donner un premier résultat et voir quelque chose de concret à l'écran. Parce que je pense que c'est ça aussi ce qui va venir rassurer très vite le client en début de projet, c'est d'arriver à voir quelque chose qui lui appartient dans l'outil. Mais effectivement, après, une fois, au moment du déploiement de la solution, comme vous dites, il faut accompagner les utilisateurs. Et là, on a des plans de déploiement, des plans de communication, des plans de formation, des supports aussi, et garder surtout le contact humain. Je pense qu'en tant que partenaire et intégrateur de l'outil Rombio, c'est surtout le contact humain qui fait. Il faut travailler avec les équipes, faut vraiment comprendre le besoin, et c'est ça qui fait toute la différence aussi dans ce genre de projet technologique et informatique. En fin de compte, l'humain est à la première place. Donc, Merci. Ouais. Juste rebondir là-dessus. Donc, c'est vrai qu'au niveau le change management, c'est tout d'abord rassurer les gens sur le changement à venir. Et je pense que la première étape, le plus important, c'est de les rassurer sur le fait qu'ils puissent correctement utiliser le logiciel et que ça va pas être trop compliqué pour eux. Qu'il faut pas un doctorat en informatique pour l'utiliser. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je pense à n'importe quel logiciel de planification, en tout cas les bons, il y a énormément d'efforts qui est mis sur le user-friendliness et le transfert de technologie en général. Donc, oui, nous, c'est notre objectif, évidemment. L'unique objectif quasiment du POC, c'est de rassurer la personne et dire tu vas y arriver, c'est à ta portée et en fait, tu vas devenir autonome là-dessus. Et après, il reste des craintes, comme le disait Antoine, sur, par exemple, est-ce que ça va pas remplacer mon boulot ou quoi? Mais en fait, non, c'est juste que, alors que ce soit dans une petite boîte où la personne qui a la casquette de planificateur a aussi une casquette principale sur le côté, ça va lui libérer des heures précieuses qu'il va plus passer à pousser des cases sur Excel. Dans une grosse boîte où c'est une personne qui fait que ça de la planification, ça va lui libérer du temps où, au lieu de pousser des cases sur Excel bêtement, il laisse ce travail un peu stupide à la techno. Et derrière, il va pouvoir vraiment commencer à utiliser son cerveau et analyser. Essayer de voir, OK, avec le temps qui me reste, je vais réfléchir un peu sur mes plannings, je vais utiliser l'outil pour essayer de détecter, voir où se trouveraient des bottlenecks que je peux proposer au management, d'investir dans tel type de ressources. Il peut simuler le fait d'avoir des ressources supplémentaires, réoptimiser, voir qu'est-ce que ça lui apporte, etc. Faire en fait un vrai travail de planificateur. Et voilà, ça c'est important. Et alors au niveau du contact humain, comme disait Salvatore, et je crois qu'il y a une question aussi dans le chat qui dit bon, en fait, tant que les gens se parlent et font leur planning entre eux en se discutant sur Teams, en s'appelant, en se voyant, c'est bien parce qu'on garde du contact humain. Mais en fait, l'objectif, c'est qu'avec un outil de planification, on se mette autour de la table et on discute sur base d'un support qui est vraiment adapté pour améliorer la communication. Et comme je le disais, par exemple chez Takeda ou quoi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de contact humain, beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'implication des gens grâce à ne serait-ce qu'une manière adéquate de visionner les décisions, quoi. Donc ça, c'est évidemment très important, il faut garder le contact. J'aimerais peut-être revenir aussi sur juste un aspect qui a été abordé par Michael aussi lors du premier panel, et je pense qu'il facilite pas mal l'adoption de ce genre d'outils, c'est de travailler en mode POC. Donc POC, c'est le Proof of Concept. Donc ça veut dire quoi en fait concrètement un POC? Un POC, c'est on va se mettre autour de la table avec la PME, avec l'entreprise. On va prendre 5 jours. Ça va pas coûter une licence, hein, ça va coûter quelques milliers d'euros, hein, donc 3, 4, 5, j'en sais rien. Et là, l'idée, en fait, c'est de se dire, ben voilà, vous avez un problème, on a une solution. On ne sait pas si la solution peut résoudre votre problème, mais en tout cas, on y croit. On aimerait prendre un temps avec vous et définir si oui ou non on peut résoudre le problème, ou en tout cas à éclaircir, je dirais, la situation avec la solution. Et là, en fait, on se
on se rend compte que cette approche-là, en fait, rassure aussi la PME, rassure les équipes parce qu'on se dit, ben, c'est pas un outil qui nous tombe sur la tête du jour au lendemain, mais c'est un outil qu'on va co-construire, qu'on va tester, on va pouvoir donner notre avis, voir si oui ou non ça fonctionne et à la fin prendre une décision de se dire, ben, finalement, c'est vrai que grâce à cet outil, on a réfléchi, on a découvert de nouvelles choses et il nous permet aussi de prendre de meilleures décisions. Et là, ça permet à la société de se dire, ben voilà, on n'a pas directement investi dans l'outil, mais on a pris un petit temps, on a testé, on a découvert. Et après ça, maintenant, on a de quoi se dire, ben voilà, on peut aller un cran plus loin. Ok. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que donc nous, on a implémenté notre outil dans beaucoup d'entreprises, un petit peu partout dans le monde, des grandes, des petites, des moyennes, des très, très grandes. Et alors que la crainte, je dirais, normale, humaine, au départ, pourrait être là, moi, ce que j'ai surtout expérimenté assez vite, c'est deux autres sentiments qui sont facilité et soulagement. Facilité parce que, contrairement à ce qu'on croit, planifier avec des feuilles Excel, c'est un cauchemar. Parce que c'est pas 2 colonnes et 3 cases, hein, c'est des Excel qui sont épouvantables, qui sont souvent avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'encodage, beaucoup de soucis. Et donc, les gens se rendent assez vite compte que ces outils-là sont pas si simples qu'on pourrait le croire. Et comme le disait Michael, quand on a un outil d'ordonnancement automatisé, il faut pas un PhD pour l'utiliser. C'est même au contraire très, très facile, même si ce qui se passe derrière est très compliqué. Donc, le sentiment de facilité vient assez vite. Le deuxième élément, c'est soulagement. Pourquoi soulagement? La plupart de nos clients sont des clients qui sont en croissance, voire même en forte croissance. Ce sont des gens qui essayent de s'étendre. Ce sont des gens qui, par exemple, travaillent en journée, puis veulent passer à 2 pauses, à 3 pauses, veulent avoir d'autres usines dans d'autres pays, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un élément qui bloque souvent cette expansion, cette croissance, c'est justement la capacité d'avoir des gens capables de faire de l'ordonnancement, qui n'ont pas envie d'être appelés à toute heure du jour et de la nuit parce qu'il y a un souci, ou simplement le fait qu'un ensemble d'un groupe doit attendre que quelqu'un ait pris une décision de replanification ou de réordonnancement. Et donc moi, forcément, ce que j'ai entendu pas mal de fois, c'est que les gens sont soulagés, qu'ils vont pouvoir ordonnancer, planifier leur entreprise dans des nouveaux sites, leur entreprise pendant la nuit ou pendant le week-end, que sais-je, sans dépendre en fait d'un know-how très spécifique des gens qui sont finalement rares. Hein, parce que toute cette connaissance qui est dans la tête des experts, elle n'est pas facile à transmettre loin de là. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt positif comme retour, nonobstant évidemment le change management, l'accompagnement, enfin, tout ce qui a été dit, le fait de leur faire comprendre, mais mon expérience, c'est que ça se fait assez naturellement. Ok, merci. Alors, il me restait 2 questions à poser. Une première pour Antoine. Si tu devais recommencer demain, ou si un confrère te dit, tiens, je serais intéressé de mettre en place une solution comme ça, quels seraient les conseils? À quoi faire attention pour mettre en place une solution comme ça? Bien connaître et comprendre le processus. Ouais. Parce que pour automatiser une partie et pour pouvoir l'optimiser, il faut arriver à bien la comprendre et à bien la maîtriser. Et plus on va arriver à savoir expliquer l'entièreté du processus, ou plus ça va être clair. Et plus ça va être clair, ou plus l'outil utilisé va être performant. Ouais. Ok, Ouais. merci. C'est surtout très important que le process soit stocké de manière un peu lisible dans un outil et qui n'existe plus uniquement dans la tête d'une personne qui est la seule à comprendre son horrible feuille Excel, parce que le jour où cette personne tombe malade ou elle part,
c'est le cauchemar. Alors que si toute cette formalisation du process, elle est mise quelque part, ça assure beaucoup plus facilement la relève. C'est un des plus gros dangers, surtout dans les grosses boîtes, c'est que souvent il y a le planificateur principal qui est le seul à comprendre ce qui se passe. Il est irremplaçable. Merci. C'est vrai. Et alors, ma dernière question, c'est justement, on a parlé de POC, on a parlé de plus petites solutions. Est-ce que vous avez, moi j'ai entendu dire que vous avez travaillé là-dessus, et même question, est-ce que vous avez un moyen de démarrer sur des POC, ou est-ce que vous avez des solutions pour les PME plus modestes, de plus Il y a une petites question tailles? dans le chat justement sur le Oui, prix. alors nous, on fonctionne systématiquement avec une logique de POC. Ouais. On ne fait plus le moindre projet sans passer par une phase de POC, voire même de POC avancée, parce qu'en fait, on a constaté ceci. Il existe pas mal de solutions d'ordonnancement, bon, des meilleures, des moins bonnes, des plus sophistiquées, des moins sophistiquées. Et on pourrait croire souvent, quand on prend le modèle de façon très abstraite, de façon très théorique, on pourrait croire que c'est facile. Alors, ça peut être facile, mais c'est pas trop facile. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte que dans tous les cas d'utilisation, il y a des contraintes qui ne sont pas, comme Antoine le disait, qui ne sont pas explicitées dès le départ. Et il est vraiment fondamental, pour ne pas se lancer dans quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va coûter beaucoup plus, d'identifier ça dès le départ. Donc nous, on préfère faire des POC, voire même des POC qui sont complètement fonctionnels. Ouais. Donc honnêtement, c'est pas 2-3 jours. C'est pas 2-3 jours, c'est un peu plus. Bon, c'est pas non plus des semaines, des mois, mais on préfère aller dans un POC jusqu'au moment où on a vraiment l'outil qui fonctionne avec des vraies données, parce que ça nous permet à ce moment-là d'identifier tout ce qu'il faut faire, de communiquer aussi avec le futur utilisateur, parce que parfois des problèmes de vocabulaire, il faut s'entendre sur toute une série de choses. Et c'est fondamental. C'est vraiment le cas où aujourd'hui je ne démarre plus le moindre projet si on n'a pas fait une phase de POC avant vraiment de partir et de savoir où on va, surtout pour une implémentation complète. Ok, merci, tout à fait. Ouais. Du coup, nous, on a complètement revu notre pricing modèle parce que le modèle sur lequel on était parti, GSK peut se le payer, pas forcément d'autres. Et donc, en fait, pour les petites entreprises, maintenant, c'est directement proportionnel à la taille de l'entreprise, en fait, au nombre d'utilisateurs. Donc, c'est totalement abordable. Ce qui peut coûter cher, le frein, c'est peut-être justement au niveau du POC. Pareil, on fait toujours un POC, ne serait-ce que pour voir si on va pas dans la mauvaise direction, quoi. Et du coup, ce qu'on propose actuellement aux grosses entreprises, c'est forcément des POC qui sont personnalisés, où on va travailler directement avec l'entreprise et exclusivement avec elle. Et ce qu'on a pensé mettre en place avec l'Infopôle et le pôle Mécatech, c'est un concept on appelait ça pour faire cool la Rome Bio Academy, mais l'idée c'est tout simplement de communautariser des POC. C'est-à-dire, plutôt que de faire payer X milliers d'euros pour un POC à une entreprise, on va dire, voilà, inscrivez-vous. À partir du moment où on a 4-5 entreprises, on fait des sessions ensemble. Il y aura X sessions de peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou enfin X sessions comme ça, peut-être une demi-journée toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, avec ces 3, 4, 5 entreprises. Et on va en prendre ensemble à utiliser la technologie, et ensemble on va travailler sur les modèles. Donc moi, ça m'est déjà arrivé au sein d'une entreprise de faire participer différents départements au même POC. C'est utile, même s'ils ont des problèmes complètement différents, parce que les questions qu'une personne a sont utiles pour les autres, ça met une certaine dynamique. Et donc, une espèce de masterclass comme ça qui permet de diviser largement le prix du POC et de pouvoir se payer, ouais. Parce qu'après, normalement, avec notre pricing, la licence, c'est abordable. Ok. Merci beaucoup.
Et alors maintenant, je vais présenter, donc on a parlé pas mal de POC, je vais présenter un peu l'Infopole et le fait que on peut vous aider aussi à trouver des manières de financer une partie de ces POC. Et c'est un peu à ça qu'on sert. Donc tout d'abord, l'Infopole, j'ai oublié de le mentionner en démarrant le webinaire, donc on est le cluster du numérique wallon et donc on regroupe toutes les entreprises numériques, en tout cas un maximum on essaye, de Wallonie et dont Mangogem et Rombio sont membres chez nous. Et donc on a un peu le catalogue du numérique pour vous, les entreprises industrielles et manufacturières. Si vous avez un besoin dans le numérique, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut vous rediriger vers la bonne personne. Et donc on a différents types d'outils et on peut vous diriger vers ces différents types d'outils sans souci. Donc le premier, c'est l'appel à compétences et ça c'est un de nos services qui est tout à fait gratuit, bien entendu. Et donc, vous nous contactez avec un besoin spécifique et on va organiser une réunion, essayer de comprendre quel est votre besoin, de mieux le définir ensemble. Et de là, en fait, on va faire circuler votre demande au sein de notre réseau et en visant plus particulièrement les entreprises où on sait qu'elles peuvent potentiellement répondre à votre demande. Et ensuite, on va organiser une mise en relation et se rencontrer tous ensemble dans nos bureaux afin de mieux cadrer le projet et vous aider à démarrer avec ces entreprises membres. Et alors ensuite, il y a tout le volet financement où on peut vous aider ou en tout cas vous guider. Donc, il y a tout d'abord les POC IDF, Industrie du futur. Non, tu peux revenir. Les POC IDF et Industrie du futur, je n'ai pas de slide là-dessus aujourd'hui, mais qui ont lieu tout au long de l'année et qui aident à la transformation numérique des entreprises manufacturières et donc pour lesquelles ce type de projet rentre clairement dans les critères et donc vous pouvez avoir une subvention et donc une partie du devis va être pris en compte par ces subsides jusqu'à hauteur de 70% si je me souviens bien. Et alors ensuite ici, dans ce cadre-ci, ce sont le slide ne s'est pas affiché correctement, mais c'est pas grave. On a le Start IA et le Tremplin IA qui sont de nouveau deux appels à projets pour lesquels donc vous rencontrez une entreprise comme Mangogem ou Rombio. Avec eux, vous allez déposer un dossier en disant on voudrait développer un proof of concept. Donc dans le cadre de Start IA, c'est soit je ne sais pas, j'aimerais bien mettre de l'intelligence artificielle dans mon entreprise, je ne sais pas où, et donc il y a une phase exploratoire. Soit on sait, OK, j'ai analysé que dans ce cadre-ci, on pouvait mettre en place de l'intelligence artificielle pour améliorer un process, mais on ne sait pas encore très bien comment et avec quelle solution. Et donc, on va explorer ensemble pour développer une sorte de cahier des charges avec un expert IA. Et ensuite, on passe au suivant, qui est le POC. Et donc là, c'est Tremplin IA. Et donc là, vous venez avec l'entreprise, on remet un dossier commun, prestataire et entreprise de la demande. Et donc, comme vous pouvez voir, le précédent, c'était jusqu'à 5 000 € à hauteur de 70% était subventionné. Ici, on est jusqu'à 28 000 €. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et ça, c'est subventionné par la région Wallonne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'Infopole. On peut vous guider à la bonne porte ou vous aider à rédiger ce type de dossier. Et enfin, on a notre partenaire avec qui on travaille toujours, c'est Wallonie Entreprendre, qui est là pour vous aider. Donc, ils font aussi un peu de l'accompagnement d'entreprise sur des aspects beaucoup plus business, mais aussi peuvent financer les projets. Et donc, souvent, soit ils peuvent arriver en première ligne, mais souvent, ils vont arriver en deuxième ligne. Donc, vous avez développé avec, par exemple, Mangogem ou Rombio, vous avez développé un proof of concept, vous avez vu, OK, ça fonctionne bien, mais maintenant, je voudrais étendre ça à l'ensemble de ma chaîne de production ou l'ensemble de mes usines. Donc, il y a un coût, évidemment, plus le temps que ça va mettre en place, etc. Eh bien, eux peuvent vous aider, que ce soit avec différents leviers tels que capital, prendre du capital dans la société, des prêts ou mettre des garanties bancaires. Et donc ça, dans ce cas-là, n'hésitez pas du tout à nous contacter. On sait vous mettre en relation avec la bonne personne si vous souhaitez financer votre projet. Voilà, je propose maintenant de passer aux questions, celles qui restent en tout cas. Donc on a David Flores qui demandait, est-ce que vous avez un use case de planification pour d'intervention de plus ou moins 2 heures de techniciens en Belgique et travaillant sur des sites de clients? Alors, là, on est plus dans un problème de type routing, en fait. On va voir, là,
paramètre le plus important, la donnée la plus importante du problème d'optimisation, ça va être la matrice de distance, en tout cas de temps de trajet entre les différents clients. Hein. C'est ça qu'on va vouloir optimiser. C'est un problème fondamentalement est le même que la planification, mais en pratique, c'est complètement différent. Et je pense, c'est quelque chose, il faut peut-être plus se diriger vers des logiciels de véhicule routing comme ceux utilisés pour les livraisons de colis ou quoi. En fait, donc maintenant je vois la question. Renault, et c'est dommage qu'il était dans le panel précédent. Donc Renault du CETIC, au CETIC, ils ont développé une solution comme ça qui s'appelle RouteR, et qui justement, où le use case aussi était les infirmières à domicile, qui donc doivent planifier leur journée et organiser un peu les différentes routes pour optimiser ça au mieux. Et donc ils ont une solution comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous mettre en contact avec Renault ou le contacter directement. Et il saura vous présenter ça. Dis-moi. Cela dit, Cela dit, on a une problématique assez similaire en planification, même lorsqu'on ne sort pas de l'usine, c'est que parfois passer d'un type d'activité à un autre, par exemple faire remplir des flacons d'un type de formulation et puis passer à un autre, ça va générer du temps. Il va falloir nettoyer la machine et tout. D'un type de formulation A à un B, il va falloir passer 4 heures. Du B au C, 2 heures. Du C au A, il ne faut pas passer de temps ou juste 1 heure. Donc, on a une espèce de matrice de ce qu'on appelle, ils appellent des intercampagnes, etc. Et en fait, de manière générale, maintenant dans Rombio, on peut définir des matrices de transition qu'on peut utiliser pour planifier des opérations lorsque les gens doivent se déplacer. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a un délai nécessaire entre deux activités. Et cette matrice, elle peut être simplement sur base des temps de trajet. Si on a un ensemble fini de clients, évidemment, ça va pas aller si chaque semaine on a 50 clients différents, mais si ça c'est des clients un peu habitués, on peut facilement encoder cette matrice, faire un petit script qui va rechercher les temps de trajet sur l'API Google Maps, par exemple, et s'en sortir, quoi. C'est faisable. Et alors, je vois une autre question pour laquelle on a répondu en partie, mais c'est à partir de combien d'ouvriers est-ce utile de passer à de l'IA? Ils sont 6 personnes en logistique et en production. Alors, ils soulignent que les fichiers Excel, les mails, ça fonctionne bien. Et surtout, cette proximité du responsable. Donc ça, on en a parlé. Le fait que justement, là, il aura plus de temps et un meilleur outil pour discuter avec son équipe. Et au niveau des relations humaines, effectivement, ça, on a déjà répondu. Mais est-ce qu'il y a un cas, il y a une certaine taille critique où c'est intéressant de passer à un outil comme le vôtre? Oui, je pense quand même qu'il y a une taille, je dirais, minimale, ne serait-ce que pour justifier l'investissement, qui n'est peut-être pas uniquement en termes de ressources, d'ouvriers ou de machines, mais surtout en termes de volume et de variabilité des activités à faire. Si vous avez une usine, une entreprise, une organisation qui fait tout le temps le même produit ou 2-3 produits de façon sérielle, répétitive ou en masse, évidemment, on peut utiliser un outil comme le nôtre, mais ce n'est peut-être pas le cas idéal. Par contre, si vous êtes dans du travail très varié, à la commande, qui change vraiment tout le temps, même si le nombre de ressources est petit, simplement la gestion optimale de cette complexité peut justifier l'utilisation. Pour vous donner un exemple d'un POC qu'on a fait l'année passée, bon maintenant la prise de décision de ce genre de société est assez importante. On a fait l'année passée un proof of concept pour la division Lay's de Pepsi Cola, qui foncièrement est une chaîne qui va préparer des chips et puis les emballer selon différents formats. Donc le nombre de ressources n'est pas énorme, mais contrairement à ce qu'on pense, le nombre de différences d'emballage et d'assaisonnement est assez grand.
Et donc, le fait de synchroniser les différentes étapes justifie tout à fait l'utilisation d'un tel outil. Ok. Moi, c'est réponse un peu différente dans le sens où, vu que maintenant on travaille avec un prix vraiment par utilisateur, on peut directement un peu calculer. Et je peux vous dire que si on fait gagner ne serait-ce que 1% du temps de la personne, c'est déjà rentable. Okay. Un use case tel que les infirmiers, où la personne passe 3 jours par mois à faire son planning, 3 jours sur les 21, on est déjà à 14-15% de son temps. Voilà. Ok, c'est très clair. Moi, je voulais revenir sur un point que tu as mentionné, c'est le degré de numérisation de l'entreprise, où peut-être que dans certains cas, c'est pas indispensable. Si on pense aux horaires, planifier des horaires, ok, ça ne l'est peut-être pas, mais d'un point de vue manufacturier, à quel point, c'est quoi le minimum de numérisation de l'entreprise? Alors, tu as tout à fait raison. En fait, ça dépend énormément d'un cas à l'autre. Dans des cas d'utilisation comme ceux que Gaël vient d'évoquer, je crois, parce que bon, on a été confronté à ce genre de cas, mais c'est franchement pas ça qui est notre cible primaire aujourd'hui. Donc, dans des cas d'activité surtout manuelle, humaine, etc., et si ça reste assez petit, ça peut être quasiment pas numérisé du tout. Dans des cas plus industriels, plus manufacturiers ou ingénierie ou sur commande, je pense qu'il y a un minimum de niveau de numérisation dans le sens où il faut de toute façon, alors que ce soit dans l'outil lui-même ou que ce soit de préférence dans un outil préexistant, il faut quand même avoir un système numérique, un système informatique qui décrit les différents routes, les différents processus, les différents projets. Et si on doit faire ça dans l'outil de planification, ce qui est possible, ça va évidemment ralentir l'effort d'implémentation. D'un autre côté, il ne faut pas aller à l'extrême. Nous, on a typiquement, pour parler vraiment en cas typique, nous, notre client typique, il a un ERP, mais il n'a pas nécessairement plus. Certains clients ont des systèmes beaucoup plus avancés d'automatisation, avec des senseurs, avec des MES, des shop floor control, des robots, etc. Ce n'est pas requis. Ce qui est souvent, par contre, disons, ça facilite beaucoup l'utilisation de l'outil, c'est d'avoir un ERP, mais qui ne doit pas nécessairement être un ERP super sophistiqué. L'important, quand même, c'est de ne pas, ne serait-ce qu'obliger l'utilisateur à encoder ses commandes, à encoder les tâches, les projets à chaque fois dans l'outil. Ça tuerait l'idée de pouvoir planifier en 5 minutes par jour plutôt qu'en 4 heures par jour. Donc on essaye surtout d'utiliser ce qui a déjà été fait dans des outils préalables. J'ajouterais peut-être également, tantôt vous avez posé la question sur peut-être les freins ou les requis, les prérequis pour commencer un projet. On a mentionné à juste titre les processus, donc de bien connaître les processus. Et j'ajouterais peut-être également pour le POC, en tout cas pour la partie POC, d'avoir aussi à disposition un set de données de production qu'on peut jouer au sein de l'outil afin de tester la réponse du modèle à ces données-là. Donc, on a une partie process et on aurait une partie aussi, un set de données qui permet de caractériser la production et pouvoir ensuite intégrer ça dans l'outil, avec la distinction faite sur le degré de numérisation par rapport à un outil en mode licence et un outil en mode POC, dans le sens où en mode licence, on serait peut-être sur un outil qui serait intégré au système en place dans l'organisation. Ça veut dire qu'il va directement lui-même rechercher les données de commande ou les données de production, les intègre automatiquement, les process et en sort un planning. Et là, on est sur quelque chose de totalement intégré où il faut un degré de numérisation
un minimum pour pouvoir aller récupérer ces données dans un outil qui doit exister du coup, à la différence où en mode POC, on va pas à l'intégration de données, on extrait les données d'outils existants, donc il faut au minimum un outil aussi dans lequel on est capable d'aller ressortir quelques données de production, de commandes ou de ressources pour pouvoir les intégrer dans l'outil. Mais là, l'outil fonctionne en standalone en mode POC, quoi. Donc, je voulais juste rajouter peut-être cette variable en plus que en mode POC, je dirais, il faut un process clair, donc il faut savoir ce qu'il faut modéliser, mais également un set de données sur lequel on peut travailler. Merci beaucoup. Alors, je vois que David est en train d'écrire une question, mais vas-y. En attendant qu'il la formule, juste rebondir sur le niveau de numérisation nécessaire à l'entreprise. Donc, dans notre cas, a priori, le degré minimal de numérisation, c'est d'avoir un navigateur web, en fait. Donc, je pense que tout le monde a ça. Ça devrait aller, oui. Donc, par exemple, que ce soit chez Takeda ou dans des plus petites structures, finalement, à part discuter avec l'IT qui font passer des tests de sécurité, des audits de sécurité sur le logiciel, à part ça, il y a rien. C'est-à-dire que le planificateur, il arrête d'utiliser Excel et il accède à l'interface en ligne de Rambio. Et puis, les 150 personnes dans l'usine qui sont sur Rambio aussi, pas parce qu'ils planifient, mais parce que ils peuvent accéder au planning, suivre les opérations, faire de l'execution tracking, dire je viens de commencer ou je viens de terminer telle activité, etc. Pareil, un navigateur ou même leur smartphone, voilà, ça suffit, quoi. Génial. Oui, peut-être sur ce point-là, on a une légère différence à ce niveau-là. C'est que nous, on préfère dans la plupart des cas, je dirais le minimum, c'est que l'entreprise ait un PC. PC, un serveur, etc. Parce que, et on l'a constaté, dans la quasi-totalité de nos clients, pour des questions essentiellement justement de sécurité et de confidentialité, il n'est pas question d'utiliser un outil qui se trouve sur une page web à l'extérieur. Okay. Donc, nos clients, dans la plupart des cas, vont prendre une installation on-premise, que ce soit sur une machine physique, mais très souvent, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est installer l'outil sur des machines cloud, mais qui sont à l'intérieur de leur périmètre de sécurité, qui du coup éliminent les contraintes. Le contrainte de ce type-là parce qu'autrement on se heurterait dans la plupart des entreprises à des contraintes qui seraient insurmontables. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Eh bien, je remercie mes 4 intervenants aujourd'hui et les participants. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y a juste une dernière question, ce qui était sur les financements, enfin les différents coûts. Là, je propose de me contacter. Je vous donnerai les adresses email de différentes personnes. Et vous pourrez communiquer avec elles parce que j'imagine que le prix varie en fonction de votre besoin. Merci à tous et n'hésitez pas à nous appeler et à participer au prochain webinaire quand il y en aura un. Merci, bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci à vous en tout cas.